Qu'y a-t-il dans le budget italien qui fasse autant frémir Bruxelles et les marchés? Il y a d'abord une grande rupture. En bon élève de la zone euro, les prédécesseurs du mouvement 5 étoiles et de la Liga prévoyaient le maintien de l'excédent primaire, c'est-à-dire du solde budgétaire hors intérêt, à un niveau très élevé, et s'étaient engagés à ramener le déficit public à 0,8% du PIB, avec comme cible l'équilibre ou presque d'ici 3 ans, afin d'entamer de façon décisive le désendettement du pays. Avec la nouvelle coalition au pouvoir, l'Italie tourne définitivement le dos à l'austérité et se lance dans un vaste plan de relance keynésien dont les ménages seront les premiers bénéficiaires. Tout d'abord, c'est la stérilisation des hausses prévues de TVA pour un coût estimé de 12,5 milliards d'euros. Ce n'est pas à proprement dit du pouvoir d'achat donné en plus aux Italiens, mais c'est autant qu'il ne sera pas pris. C'est ensuite l'instauration du revenu de citoyenneté. Il consiste à donner un revenu ou un complément de revenu pour que chaque personne résidant depuis plus de 10 ans en Italie dispose d'au moins 780 € par mois pour vivre. Coût estimé 9 milliards d'euros. C'est enfin une réforme des retraites à contresens de ce qui se fait en Europe avec l'abaissement de l'âge de départ. C'est le principe du quota 100. Un système simple qui ouvre le droit à la retraite lorsque la somme de l'âge et des années de cotisation est égale à 100 à partir de 62 ans, donc avec 38 années de cotisation. À 63 ans avec 37 années de cotisation, ainsi de suite. Le coût de cette mesure est estimé à 7 milliards d'euros en 2019. Toutes ces prises de décision sont à analyser à l'aune 1. de l'évolution du taux de pauvreté et d'exclusion sociale en Italie, qui a considérablement augmenté depuis 2008 et qui est à 7 points supérieur environ à la moyenne de la zone euro. 2. De la faiblesse de la consommation par habitant au regard du reste de la zone euro, et dont le niveau en 2017 est nettement inférieur à celui d'avant-crise. Deuxième volet, la relance de l'investissement public pour 3,5 milliards d'euros en 3 ans. Là aussi, il faut prendre un peu de recul. Alors que l'investissement public représentait 3,4% du PIB en 2009, il est désormais inférieur à 2%. Et c'est un effort structurellement inférieur à celui de la zone euro. L'axe du troisième volet tourne plutôt autour de l'offre, avec pêle-mêle des allégements fiscaux sur les bénéfices réinvestis en R&D ou équipements permettant de garantir des embauches stables. C'est aussi l'instauration d'une flat tax pour les travailleurs indépendants, y compris micro-entreprises. C'est un peu léger face à l'ampleur des problèmes de productivité en Italie, dont la courbe est plate depuis plus de 15 ans maintenant. Le coût total de ce budget a été estimé par l'Observatoire des finances italien entre 108 et 126 milliards d'euros sur 5 ans, soit de 6 à 7 points de PIB. Un budget ambitieux, financé en partie par emprunt, c'est-à-dire en laissant filer le déficit public, qui selon la feuille de route du gouvernement atteindrait 2,4% de PIB en 2019 pour revenir à 1,8% en 2021. Mais tout l'enjeu réside dans la capacité de l'économie italienne à créer de la croissance et de l'emploi, et donc à autofinancer ce déficit. Le gouvernement italien, c'est normal, y croit, avec une croissance du PIB prévue de 1,5% environ sur les 3 prochaines années, soit une croissance relevée de 0,5 points par rapport aux années précédentes, avec un multiplicateur qui serait de l'ordre de 1. Pas certain, mais pas impossible. Quoi qu'il en soit, le projet de budget sera très vite confronté au jugement des agences de notation. Moody's a déjà baissé sa note, et des marchés. Une envolée des taux serait bien évidemment fatale et menacerait la soutenabilité de la dette publique à moyen terme, dans un pays où le taux d'endettement public dépasse 130% du PIB. Mais si le gouvernement italien parvient à mener à bien ses réformes, sans crise financière, cela serait un sacré pied de nez aux politiques de rigueur prônées par Bruxelles et montrerait une bonne fois pour toutes que la rigueur ça marche quand cela s'arrête. Ce n'est pas impossible, le Portugal le montre depuis 2 ans. Il serait alors temps de se demander pourquoi l'Europe refuse les politiques qui marchent.